Bonjour Véronique Lémarie, bonjour Antoine Sautenay. Moi, je suis ravie de vous accueillir. Étant à moitié clermontoise, je me considère comme à moitié bibendum, donc je me considère comme à moitié à la maison. Et donc, voilà, la première question que je voulais vous poser, peut-être à tous les deux, c'est de nous rappeler un petit peu ce qui est au cœur de la stratégie de Michelin aujourd'hui, hein, ce fameux 3P qu'on a entendu plusieurs fois tout au long de la journée, le people, le profit, la planète. Comment est-ce que tout ça se conjugue pour ne faire qu'une seule et même stratégie au final, et driver un petit peu les objectifs et la mise en œuvre, la feuille de route de Michelin? Merci beaucoup Sandrine, je peux commencer là-dessus. En fait, ça répond à une logique assez simple et à un mot très simple qui a été prononcé en 2019 par Florent Menegaux, le patron de Michelin. Et c'est une conviction très simple, tout doit être durable chez Michelin. Et à partir de là, effectivement, on pense au travers des 3P qu'il faut un peu expliciter. Les 3P, ça veut dire quoi? Ça veut dire une performance économique et financière qui garantit une indépendance, une pérennité de l'entreprise. Le volet planète, c'est une contribution positive, quelque part une réparation, une contribution positive de l'environnement et de ses habitants. Et le volet people, c'est vraiment la formation et l'épanouissement des personnes. Et en fait, nous, on recherche le meilleur équilibre possible de manière permanente entre ces trois dimensions. Et c'est une exigence quotidienne et aussi une boussole pour l'avenir. Donc ça irrigue toutes nos activités. Pour nos projets d'investissement, par exemple, on a ce triangle 3P qui nous permet de décider si oui ou non nous allons investir des projets d'investissement industriel dans tel ou tel pays. Donc c'est vraiment un engagement très fort et qui s'engage partout dans le monde. Pour rappel, Michelin, c'est 125 000 employés dans 26 pays et on a besoin de transformer l'entreprise en profondeur. C'est une dynamique transformatrice et on a utilisé 6 volets de transformation, dont 2 qui s'appelle Je suis Michelin et l'autre Tous en action pour l'environnement, qui sont là pour engager l'ensemble des employés. Et ensuite, au plus haut niveau de l'entreprise, puisque nous avons une gouvernance qui encapsule les dimensions environnement, droits de l'homme, éthique, santé et sécurité, qui permettent de manière régulière de prendre des décisions importantes au plus haut niveau de l'entreprise. C'est comme ça qu'on structure l'approche au sein de Michelin. Et cette vision, vous nous avez dit effectivement être présent partout dans le monde, 125 000 personnes, toutes ne se ressemblent pas, et puis tous les territoires ne se ressemblent pas non plus, on l'a évoqué plusieurs fois avec d'autres entreprises. Est-ce que vous avez besoin de faire l'effort ou pas, de traduire dans la réalité locale de vos implantations cette vision globale qui est partagée par tout Michelin malgré tout? Alors, je pense qu'on a globalement un One Michelin, tout en ayant les diversités sur place qui s'expriment, et notamment vis-à-vis des stakeholders, vis-à-vis de nos salariés, mais il y a vraiment un socle fondamental Michelin. C'est à la fois notre raison d'être, c'est également le rêve là, qui est en cours de finalisation. On est stimulé par des teasings en ce moment pour notre rêve, donc ce que nous voulons être, et également nos valeurs qui ont été de tout temps en fait des valeurs de respect et qui sont ancrées également dans la revisite du rêve en ce moment, mais ce seront toujours les mêmes valeurs. Donc ça c'est le socle commun, et comme l'a dit Antoine tout à l'heure, il y a en plus vraiment le socle universel. Les bases que l'on souhaite avoir partout, parce que c'est Michelin. Et puis au-delà de ça, ce qui est vraiment fondamental également, c'est la capacité à recevoir toutes les diversités, à les intégrer. Donc c'est vraiment l'inclusion de la diversité dans l'ensemble de nos métiers, dans l'ensemble de nos processus, de nos organisations. Et donc ça c'est assez fort dans tous les domaines. On apprend à co-construire, et ça fait partie, je parlerai peut-être tout à l'heure, si vous m'en laissez l'occasion, de parler d'IAM Michelin. C'est ça, c'est la co-construction qui permet d'associer les diversités. On aimerait en savoir plus. Vous avez parlé de l'engagement du patron, Florent Menegaux, et c'est vrai que chez Michelin, c'est un homme très calme, très posé, mais quand il dit quelque chose, on sait qu'il faut l'écouter.
parce que c'est un engagement personnel et c'est quelqu'un qui est extrêmement obstiné aussi dans la direction qu'il fixe. Donc il a dit, notre entreprise, elle doit concilier people, planet, profit. Et vous dites, ça irrigue ensuite l'ensemble de l'entreprise. Mais moi, j'aimerais aller un peu plus dans le détail sur l'aspect de la gouvernance. Parce qu'il y a l'implication de la direction, il y a les valeurs, mais comment est-ce qu'on met ça en musique à l'intérieur de l'entreprise? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment la gouvernance s'organise pour traduire en réalité ses intentions, ses objectifs? Je vais y aller si Tu vous commences voulez et je bien. continue. Oui, bien sûr. Ouais, allez. Alors, Julien, c'est effectivement, on a une structure de gouvernance. J'ai évoqué les 4 piliers: environnement, droits de l'homme, éthique et anticorruption, et les questions de santé et sécurité. C'est des gouvernances qui se réunissent régulièrement, mais en dessous de ces gouvernances, où il y a toujours au moins 2 membres du comité exécutif qui permettent de prendre des décisions, vous avez des comités opérationnels sur des domaines, si on prend le pilier environnement, sur la décarbonation, sur la question de la pollution, du traitement des eaux, de la biodiversité. Et au sein de ces comités opérationnels, vous avez les différents départements, les entités, l'industrie, la finance, le développement durable, qui interagissent et qui permettent d'instruire les dossiers au quotidien. Et lorsqu'une décision doit être prise à faire remonter au plus haut niveau, par exemple la définition du prix interne du carbone pour l'entreprise, pour les futurs projets d'investissement, alors ça remonte au niveau de la gouvernance pour avancer ensemble, collectivement, sur un sujet précis. Ça peut être le prix interne du carbone, ça peut être la mesure de la biodiversité. Donc ce sont des sujets clés que l'on fait remonter au plus haut niveau via des comités opérationnels multi-entités avec l'ensemble des entités du groupe d'un point de vue opérationnel. Notre objectif, c'est vraiment de tangibiliser, de rendre opérables les questions de développement durable. Donc c'est bien l'objet de la gouvernance. Et sur l'ensemble des transformations, donc on a donc c'est une vraie dynamique. Florent Menegaux n'est pas tout seul, il a tout le COMEX qui s'est, je dirais, distribué le paquet de transformations, 6 transformations, 6 sponsors, et différents stream leaders qui accompagnent ces sponsors pour diffuser les transformations dans l'organisation, avec un transfo office qui est chargé un peu de je dirais de cadencer, d'orchestrer. C'est pas de la cadence, c'est vraiment de l'orchestration. Faire en sorte que toutes les entités puissent à un moment donné exprimer ce qu'elles souhaitent prendre dans les transformations. Et donc ça a passé également par le fait d'identifier dans chaque transformation un transformation orchestrateur. Alors désolé, c'est encore de l'anglais, non, un orchestrateur de transformation. Et ça marche bien, voilà, de manière un peu organique. Sur la base d'une feuille de route qui est clairement exprimée par les différents stream leaders, les entités se saisissent des sujets. Et la gouvernance, elle est extra simple, hein, c'est périodiquement, à peu près tous les trimestres, on refait le point d'avancement sur ce qu'on a pris du terrain, ce que les entités ont envie de partager justement de leurs initiatives. Et ça fonctionne extrêmement bien. Ça permet de cross-fertiliser entre entités. Donc on est au-delà de la gouvernance, je dirais, traditionnelle. Ça remonte, on fait le point, on ajuste. C'est quelque chose qui est beaucoup plus organique et qui connecter les points, en fait, entre guillemets. Une dynamique, comme une vous dynamique, disiez. oui, absolument. Oui, puis une dynamique qui n'est d'ailleurs pas uniquement en interne. C'est-à-dire, on l'a entendu chez NJ, typiquement, on a également un comité des parties prenantes qui nous permet aussi de challenger certaines questions ou qui nous permet de nous questionner au plus haut niveau sur, par exemple, la manière dont on intègre des matériaux durables dans nos pneumatiques, sur les questions de diversité. Donc, on a également un comité des parties prenantes avec des clients, des ONG, des think tanks qui permettent de nous questionner tous les ans, et on a des défis tous les trimestres avec ces parties prenantes qui nous permettent d'enrichir notre action de manière régulière. Et dans ce dispositif, tous les collaborateurs de l'entreprise sont motivés, engagés. Ils sont comment est-ce que vous mesurez voilà, l'appétence évidemment émotionnelle, elle doit exister, mais au quotidien de leur travail, ça se vit comment ? Alors, se vivre et se mesurer, c'est un peu différent. On va dire, se mesurer, on a toujours l'enquête d'engagement qui va nous permettre, effectivement, de manière annuelle, de mesurer si oui ou non les transformations ont été adoptées, ont été bien ressenties, comment les personnes le vivent.
Comment ça se vit au quotidien? Je dirais, là, il faudrait interroger toutes les entités, une à une, parce qu'en fait, chaque entité a eu son programme d'embarquement. Et donc, on pourrait parler, je dirais, de nos collègues qui ont fait, par exemple, un programme d'embarquement sur, cette année, c'était I Am Michelin, justement, en Roumanie, avec une vraie séquence assez longue sur I Am Michelin et toutes ses différentes composantes. Et ça a très très bien fonctionné. Les gens l'ont vraiment ont décodé en fait ce que c'était. C'était pas juste une transformation, juste un appel à action, c'était aussi du concret. Donc avec des témoignages voilà. On peut peut-être repartir sur un des aspects. On sait bien que c'est seulement un des aspects du développement durable et sustainability, qui est la neutralité carbone. Donc qui est un thème récurrent qui est revenu, ambitieux pour un industriel. Les enjeux de neutralité carbone. Vous fixez toujours la date de 2050 pour la neutralité carbone? Oui. Et c'est quoi votre feuille de route alors? Oui, 2050 neutralité carbone, ça peut paraître moins ambitieux que d'autres, on l'a vu dans le monde automobile, mais il faut bien avoir en tête que le pneumatique, c'est un processus de transformation physique et chimique, et nous avons 200 matières premières dans un pneumatique. Et donc, on a parlé du scope 3, enfin on va parler du scope 3. Quand on parle du scope 3, effectivement, c'est principalement l'achat de matières premières et de services. Mais oui, neutralité carbone 2050, avec un objectif de réduction de 50% de nos émissions pour le scope 1 et 2 en 2030. Et le scope 3, c'est la grande affaire, effectivement. Et on a besoin des autres. On a besoin d'un écosystème pour travailler sur le sujet. Et sur le scope 3, pour prendre quelques exemples, nous avons une ambition de moins 15% pour les émissions liées à la logistique. Ça, c'est un point assez critique. Et nous, notre stratégie, c'est de transporter mieux, mais aussi de transporter différemment et moins. Donc, transporter moins, ça veut dire très concrètement privilégier, quand c'est possible, le local pour le local. Et aussi transporter différemment. On a par exemple aujourd'hui une association avec d'autres entreprises pour faire du transport vélique qui nous permettrait d'économiser des émissions de CO2 pour les grands transports transatlantiques. Donc on a de multiples initiatives, mais on a besoin d'autres entreprises pour avancer ensemble sur le scope 3 logistique. Pour le scope 3 sur l'achat de matières premières et de services, vous l'imaginez bien, le Michelin c'est particulier avec le pneumatique parce que une grande partie c'est le caoutchouc naturel. Et donc on a beaucoup d'engagements au travers de l'ensemble de la filière du caoutchouc naturel, que l'on veut caoutchouc naturel durable, et on fait vivre beaucoup de petits planteurs Michelin. Directement, c'est 2 millions de petits planteurs que nous faisons vivre chaque année. Donc on a une responsabilité immense vis-à-vis de ces petits planteurs, et là ça dépasse la dimension purement environnementale. Il y a aussi une dimension évidemment sociale au travers des actions que l'on peut mener, en particulier dans les pays d'Asie du Sud-Est, qui est la principale production de caoutchouc naturel. Donc on a des ambitions très fortes, mais on a besoin d'un écosystème pour travailler sur le scope 3. C'est quelque chose que l'on peut faire qu'avec les autres, et on est évidemment dans un cadre international de mesures scientifiques de nos engagements au travers de SBTI, donc Science Based Target, et on souhaite que 70% des émissions de nos suppliers soient couverts par des objectifs SBTI en 2024. Donc on joue aussi notre rôle d'influenceur, compte tenu du poids que représente Michelin, au travers de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est un point clé, c'est pas uniquement mais on joue ce rôle compte tenu de notre responsabilité en tant que grand acteur industriel. C'est effectivement très frappant de le voir dans les grandes entreprises. Le scope 3 les rend responsables de l'émission carbone de leurs fournisseurs, et leurs fournisseurs sont souvent des plus petits acteurs. Et du coup, les grandes entreprises ne peuvent atteindre leur objectif de neutralité carbone que s'ils embarquent, s'ils accompagnent, s'ils soutiennent toute une filière pour réaliser une empreinte carbone plus basse. Donc c'est vraiment une autre façon de voir son business. Tout à fait. Antoine, je crois qu'au-delà des émissions carbone, Michelin est aussi très innovant en termes d'économie circulaire, de biodiversité, pour économiser les ressources, diminuer les déchets, recycler.
On avait eu la chance d'accueillir une équipe de chez vous, Black Cycle, qui travaille sur un pneu à haute performance entièrement en économie circulaire. Là aussi, vous travaillez très ouvert avec d'autres partenaires, avec la même stratégie d'avancer ensemble. Oui, complètement. Je pense qu'il y a un élément important qu'il faut souligner, c'est que tout ce que l'on entreprend dans le domaine environnemental est guidé par un principe, qui est la question de l'analyse de cycle de vie. C'est vraiment l'empreinte environnementale et c'est ça qui guide notre action. Donc on a travaillé dès 2012 avec le CIREG, qui est un think tank qui est basé à Montréal, qui travaille sur les analyses de cycle de vie. Et depuis 2012, on a développé un réseau en interne de personnes en capacité de faire des analyses de cycle de vie et au fond de travailler sur l'éco-conception, sur l'éco-design de nos pneumatiques. Donc on est en capacité de prendre l'ensemble de la chaîne de valeur, des petits planteurs jusqu'aux pneus recyclés à la fin. Donc on est vraiment dans cette logique-là d'éco-design de nos pneumatiques. Donc ça c'est un point important et quand on fait l'analyse de cycle de vie, on regarde nos 16 impacts. Donc pas uniquement la question climatique, mais la question de la biodiversité, la question de l'eau, etc. Et très clairement, typiquement la biodiversité est tout aussi importante au fond que la question climatique. C'est finalement les deux revers d'une même médaille. Et donc c'est un point essentiel pour nous. Et bien sûr, on ne peut pas travailler seul sur le sujet. La question de l'économie circulaire, elle est clé. Notre objectif, nous, c'est d'avoir un pneumatique avec 100% de matériaux durables d'ici à 2050. Matériaux durables, on entend des matériaux recyclables ou renouvelables. Et effectivement, on travaille avec beaucoup de partenaires externes. Un exemple, on travaille avec une entreprise suédoise qui s'appelle Enviro et qui utilise la technique de la pyrolyse pour recycler les pneumatiques et en faire des matières premières qui puissent être réutilisées ensuite dans le pneumatique, du noir de carbone ou d'autres produits qu'on peut réutiliser. Donc on travaille avec de multiples entreprises de différentes tailles, beaucoup de start-up, une entreprise qui s'appelle Parawave au Canada qui fait du recyclage de déchets plastiques qu'on peut également réutiliser pour faire du caoutchouc synthétique. Donc on a beaucoup de partenariats avec cet objectif d'avoir des pneumatiques qui soient au fond 100% durables en termes de matériaux demain. Et on voit la révolution par rapport au modèle précédent qui consistait à produire et puis ensuite les pneus, ils avaient une fin de vie, on ne savait pas trop ce qui devenait. Là, dès le début, dès la conception, on pense à l'avenir du pneu et on pense que la fin du pneu, ça peut être autre chose que la destruction, mais le départ vers un nouvel usage de la matière première. Donc c'est vraiment une autre façon de voir son business. C'est très impressionnant. Et je me dis par rapport à toutes ces transformations, étant donné que les valeurs de l'entreprise, vous m'avez dit, vivent dans chaque collaborateur, finalement, il n'y a pas d'enjeu de compétences pour accompagner cette transformation. Donc, bon, évidemment, là, je provoque un peu, Véronique, mais... Si, bien sûr, nous avons des enjeux de compétences. Et c'est pris en compte, d'ailleurs, dans la transformation IAM Michelin, puisqu'elle a été considérée comme étant le socle qu'à peu près toutes les entités ont prise. Je crois qu'il n'y en a pas une qui ne l'ait pas embarquée. Et IAM Michelin a deux dimensions. C'est la dimension d'ownership et collective intelligence et talent in motion. Voilà. Donc les compétences de... Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement ces deux dimensions ? Ces deux dimensions, effectivement, on part du principe donc sur la partie ownership et collective intelligence que la vitesse, la force finalement de transformation du groupe passera par le fait que chacun se saisisse en fait de ces transformations-là. Et ownership, c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est chacun est en charge de Michelin. Chacun est Michelin en fait. IAM Michelin. Donc ça veut dire aussi collective intelligence, c'est cette capacité à trouver les moyens. Donc c'est savoir-être et savoir-faire pour pouvoir dégager la force du collectif pour justement obtenir des solutions qui soient, le cas échéant, plus innovantes, plus rapides, voilà. Et donc ça suppose de développer un certain nombre d'éléments, notamment le safe space, la capacité à co-construire, à également maîtriser certaines bases techniques, comme le Lean par exemple. Mais le Lean non pas comme un élément vu comme souvent la réduction des coûts, mais le Lean comme étant vraiment le facteur qui donne le pouvoir aux équipes d'avancer plus vite. Donc on a cette dimension ownership et collective intelligence. Et on le mesure justement par chaque année le fait d'avoir davantage de personnes qui se sentent en charge du groupe.
On le voit d'ailleurs cette année, on a encore progressé sur l'actionnariat salarié en particulier. Ce n'est pas un but, mais c'est quand même un bon signal. Et puis sur la dimension Talent in Motion, on est vraiment dans le lifelong learning mindset. Alors pour ceux qui n'aiment pas l'anglais ou ne le maîtriseraient pas, c'est vraiment le développement continu des compétences. On sait que de toute façon, aucun d'entre nous ne réaliseront notre métier demain comme on le réalise aujourd'hui. Nous aurons tous été baignés soit de digital, soit des nouveaux domaines dans lesquels nous devons nous développer. Et donc, nous mettons maintenant en œuvre la dimension justement de développement continu. Et pour cela, avec la manufacture des talents. Donc, on a donc la manufacture des talents, c'est pas seulement Clermont-Ferrand, c'est un peu Clermont-Ferrand dans l'appellation, la manufacture, mais sur l'ensemble du groupe, c'est le Talent Campus qui a vocation justement à accompagner le développement continu de tous les salariés. Tous les salariés. Je crois que vous soulignez un des paradoxes, effectivement, quand on parle de développement durable, on parle de transformation d'entreprise. Et je crois qu'on ne peut pas faire la transformation d'entreprise si on demande aux managers de faire du business as usual. Et on a parlé plutôt d'ambidextrie, le fait d'être droitier et gaucher. Comment est-ce que les managers peuvent à la fois faire du business as usual et en même temps pouvoir initier, parce que ownership, un projet qui sera bon par rapport aux objectifs du groupe, et puis fédérer les initiatives, les volontés autour d'eux, donc collective intelligence, pour innover dans leur façon de pratiquer. Et je crois que c'est une difficulté dans des organisations, grandes organisations qui fonctionnent par process. Est-ce que vous pensez que ce manager ambidextre, vous l'avez aujourd'hui chez Michelin ou vous pouvez l'avoir ? Alors moi, je suis convaincue qu'on pourra l'avoir. On a notamment notre modèle de leadership qui va tendre à ça. Non seulement manager, mais chacun manager de projet également, manager hiérarchique. Modèle de leadership qui s'appelle iCare, qui a vocation à dire Inspire, Create Trust, Awareness sur le monde, Results and Empowerment. Et ce modèle-là, en fait, fondamentalement, il nous baigne tous, en fait. Et en tant que manager, j'ai été également manager, maintenant je suis plutôt sur les transformations globalement. Mais c'est vrai que c'est un point d'appui et une inspiration forte pour justement laisser l'équipe, en fait, justement, aider à la transformation. Donc il n'y a pas le manager tout seul qui va tout piloter, qui va tout développer, mais également on va retrouver l'équipe qui est baignée de ce modèle de leadership. Peut-être pour compléter, il faut bien sûr débloquer des paradoxes au quotidien, et c'est jamais simple. Mais il y a des idées assez géniales qui peuvent venir de l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise. Et on a des initiatives d'entrepreneuriat qui sont assez formidables. Je prends un exemple qui s'est vu un petit peu dans quelques cercles, c'est l'exemple de l'entreprise Wizamo. Et Wizamo, c'est lié à la connaissance de Michelin dans les matériaux, et notamment les matériaux qui peuvent se gonfler. Et on a inventé des voiles, ce qu'on appelle nous des ailes gonflables, pour aider à la décarbonation du transport maritime. Et c'est venu d'une idée d'un salarié Michelin que l'on a fait développer en Suisse, qu'on a déployé avec le navigateur Michel Desjoyaux. Et aujourd'hui, ce sont des entreprises suédoises, norvégiennes, françaises qui sont intéressées par la technologie de Michelin dans un monde totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui, le transport terrestre, le monde maritime. Et donc, on a une capacité à faire émerger des idées qui nous dépassent et qui permettent aussi de débloquer ces paradoxes. D'ailleurs, là, tu donnes une piste vers les nouveaux talents qu'on accueille également. Donc, une idée puis une autre et je dirais une dizaine, une vingtaine, graduellement, nécessitent, en fait, par exemple, le talent d'entrepreneurs et de développeurs d'initiatives. Donc ça, c'est un des types de talents qu'on peut trouver dans Innovation Acceleration, une de nos 6 transformations. Ça peut être aussi appuyé sur la data, donc on va aussi nous-mêmes nous appuyer sur les talents data qu'on a vu se développer auprès des entreprises qui ont témoigné aujourd'hui. Voilà, donc tous ces nouveaux territoires sur lesquels l'intelligence finalement interne et externe, tous ces nouveaux territoires vont nécessiter un certain nombre de nouveaux talents également, passer de l'idée à la concrétisation. Donc, Sandrine
pas de développement durable sans innovation. C'est un discours qui nous plaît, non? Oui. C'est bien. Vous en êtes l'un des fers de lance. C'est super. Je crois que notre temps est imparti et terminé. Merci. Déjà, exactement. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous. Merci d'avoir clôturé cette longue liste de skills. Et puis, à bientôt. On va vous applaudir et vous remercier. À vous. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est en effet avec vous que se terminent les séquences Transfo Skills de la journée. Merci aux dirigeants, aux intervieweurs pour ces moments d'échange et de partage. Nous avons entendu les grandes entreprises. Nous allons maintenant entendre un leader académique. Quel rôle les grandes écoles ont-elles pour accompagner les transformations de notre société? Je vous propose d'écouter Elisabeth Crépon, directrice générale d'Ensta Paris.